Monsieur le Président de l'Université de Bordeaux, Monsieur l'Ambassadeur du Portugal, cher Francisco, chers collègues, Mesdames et Messieurs, mes amis. Mes premiers mots sont pour vous transmettre ô combien je me sens honoré, ému aussi par la distinction qui m'est aujourd'hui décernée. Je le suis d'autant plus que l'archéologue qui m'a précédé fut en 2018 offert Bar Yosef, alors professeur émérite à l'université de Harvard et qui malheureusement n'est plus parmi nous. J'avais un rapport très amical avec Ofer, qui est plus qu'une fois intervenu discrètement pour que ma recherche soit soutenue et mes points de vue soient écoutés, y compris, voire surtout, quand il était en désaccord. Son honnêteté intellectuelle et son engagement auprès des étudiants et des jeunes chercheurs étaient légendaires et je suis très fier qu'il me revienne d'être à la même place que lui aujourd'hui. Mon intérêt pour la préhistoire est apparu très tôt, dès mon adolescence. Après un détour dicté par les événements de la Révolution portugaise du 25 avril 1974, y participer activement était chose de rigueur pour tout jeune homme âgé de 17 ans à l'époque, c'est naturellement que j'ai essayé de faire de l'archéologie ma profession. C'est ainsi que, en 1978, je reprends mes études universitaires à la faculté de lettres de Lisbonne et en histoire. Ces années-là, au Portugal, l'archéologie n'était pas encore un cursus indépendant et il fallait y aller par ce biais. Pour les étudiants et jeunes diplômés qui se réunissaient sous l'égide du groupe pour l'étude du paléolithique portugais, cela nous posait un problème. Comment faire pour arriver à maîtriser un métier que personne chez nous n'était en condition de nous enseigner correctement? Notre réponse, étudier par soi-même et apprendre par la pratique. D'année en année, et l'un après l'autre, on a donc tous fait notre pèlerinage chez les chantiers de fouilles paléolithiques du bassin parisien, de la Dordogne, du Massif central, du Jura ou de la Provence. La proximité géographique le permettait, mais la raison principale du choix était tout autre. Comme on le savait bien à l'époque, c'était en France que l'on développait les méthodes de fouilles les plus modernes, celles que nous voulions porter chez nous. Dans ce contexte, l'Université de Bordeaux représentait un chef-lieu d'expérience accumulée et d'innovation. Non seulement parce qu'il y avait François Borde, figure majeure de la préhistoire de l'après-guerre, mais surtout par l'accent qui était mis sur l'archéologie paléolithique comme une science de la Terre, étroitement liée à la géologie du Quaternaire et en dialogue permanent avec la paléontologie humaine, les sciences de l'environnement et les applications de la physique et de la chimie à l'étude de notre passé lointain. Ce fut déjà comme jeune maître assistant à l'Université de Lisbonne que, dans les années 80, j'ai eu l'occasion de venir à Talence régulièrement, de connaître les lieux, de visiter gisements et musées et surtout de bénéficier des échanges que j'ai pu entretenir avec les collègues plus âgés dont j'étais lecteur assidu. Bernard van der Mesch, Henri Laville, Jean-Michel Geneste, Jean-Philippe Rigaud, Jean-Pierre Texier ou Michel Lenoir, entre autres, et espérant n'avoir oublié personne. Beaucoup plus que les traités ou les articles, ces échanges m'ont beaucoup appris comment faire. Et parfois aussi, si vous me permettez, et puisque ni rien ni personne n'est parfait, comment ne pas faire. Outre les 30 années de collaboration étroite et d'amitié avec Francesco De Rico,
Cette entente avec les équipes de Bordeaux a entraîné de la part de beaucoup de ses membres des apports majeurs à mes propres résultats de recherche. En voici quelques exemples. C'est à Thierry Aubry, docteur de l'Université de Bordeaux 1, que j'ai passé la direction scientifique des recherches sur les 200 km² d'art paléolithique de plein air de la vallée de Lagoa au Portugal. C'est Norbert Mercier, directeur de recherche à Archéosciences Bordeaux, Université Bordeaux-Montaigne, qui a daté par luminescence les sédiments qui recouvrent certains panneaux de Lagoa, démontrant de façon définitive qu'ils avaient été gravés pendant le paléolithique récent. C'est Marianne Van Heren, chercheur à Bordeaux et membre de PACEA, qui étudia avec Francesco De Rico les parures portées par le jeune enfant de la sépulture gravétienne de l'abri de Legavel au Portugal. C'est Priscilla Bell, maîtresse de conférence à l'Université de Bordeaux et aussi membre de PACEA, qui a révélé la structuration des différents tissus dentaires de cet enfant-là. C'est Hélène Rougier, docteur de l'Université Bordeaux 1, qui m'a aidé à fouiller les restes lourds des cavernes et les fameux fossiles humains vieux de 40 000 ans de la Peștera Puoase en Roumanie. Ce fut donc avec plaisir que j'ai toujours accepté de collaborer avec l'Académie bordelaise, que ce soit comme professeur invité, comme membre de jury de thèse ou d'habilitation, ou plus récemment à l'invitation de Bruno Moreille, en tant que membre du conseil scientifique du LABEX Sciences archéologiques de Bordeaux. La distinction qui m'est aujourd'hui attribuée traduit que vous en avez été satisfait. Je suis très heureux que ce soit le cas, d'autant plus que cela m'apporte la tranquillité d'esprit liée au sentiment d'avoir payé mes dettes. Ayant été en poste dans les universités du Portugal, de l'Espagne, de France, d'Allemagne et du Royaume-Uni, je suis aujourd'hui en position de témoigner que les équipes bordelaises restent à la pointe de la recherche sur des thèmes très chauds de la discipline, tels que les origines de l'homme, la destinée des Néandertaliens, l'émergence de la pensée symbolique ou le contexte archéologique de l'art pariétal. S'il y a un site universitaire en France et dans son écosystème régional où un département des sciences archéologiques peut exister, c'est bien celui de Bordeaux. Les thèmes chauds que je viens de mentionner sont des sujets qui me sont chers, sur lesquels j'ai beaucoup travaillé et écrit. Souvent, ce fut en accord avec des collègues de Bordeaux, parfois ce fut en désaccord. C'est justement quand il fut question de désaccord que j'ai pu constater que quelque chose de très important reste vivant chez eux. Il s'agit de l'ouverture permanente au débat d'idées, dur s'il le faut, mais toujours respectueux dans la forme aussi bien que dans le contenu, chose qui de nos jours, malheureusement, devient rare. Sans débat, la science ne peut pas exister. Sans débat, ce qui régnera dans la communauté académique ne sera rien d'autre que la paix des cimetières. Dans mon pays, et au moins pour ce qui est de ma génération, 250 ans d'inquisition et 48 ans de dictature nous ont vaccinés contre la tyrannie du consensus. C'est par ailleurs justement grâce à la culture de débat ouvert à tout point de vue qui alors prévalait chez nous que, en 1995, l'art paléolithique de Lagoa, menacé de destruction par la construction d'un barrage, et inscrit depuis 1998 dans la liste du patrimoine mondial, a pu être sauvé. Non pas parce que les archéologues portugais l'avaient demandé, nous l'avons fait, bien évidemment,
mais parce que, malgré les avis émis par certains experts de l'UNESCO, incomprehensiblement favorables à la poursuite des travaux, ce fut la solution imposée par l'opinion publique à la suite d'une controverse longue de 12 mois qui absorba tout le pays. Aujourd'hui, nos passeports sont illustrés avec des images de l'art de la Coa, non pas par les portraits des navigateurs du XVe et du XVIe siècle comme autrefois. Ce fait démontre à quel point le pays a depuis intégré, symbolisé la décision de ne pas noyer ce patrimoine. Mais ce dénouement n'était pas écrit dans les étoiles. Pour ceux qui voudraient savoir plus, l'histoire est racontée dans les documentaires primés d'un réalisateur français, Jean-Luc Bouvray, envers qui le Portugal maintient une dette de gratitude qu'il a encore temps de reconnaître et payer. Vous l'avez compris, avec cette dernière réflexion, je m'adresse en particulier et respectueusement à vous, Monsieur l'ambassadeur. Ce fut à la suite de cette controverse que Francesco De Rico est venu à Lisbonne, début 1996, pour donner une conférence à l'Institut français sur ses travaux concernant l'art paléolithique. En tant que responsable de l'étude des sites qui venaient d'être sauvés et du projet de mise en place d'un parc archéologique sur les lieux, je l'ai accompagné à la vallée de la Coa pour qu'il puisse voir par lui-même de quoi il s'agissait. Le déplacement en voiture étant long, 8 heures pour l'aller-retour, ça nous a donné l'occasion de discuter des derniers développements dans la discipline. Bref, on s'est rendu compte qu'on était tous les deux interpellés par un article publié cette année-là dans Nature sur les restes humains des niveaux château-péroniens de la grotte d'Uren à Arcy-sur-Cure dans l'Yonne. Comme le fouilleur André Leroy-Gourand l'avait proposé, les nouvelles analyses confirmaient qu'il s'agissait bien de restes de l'homme de Néandertal. Pour nous, et comme cela aurait été le cas dans n'importe quel autre contexte, cela aurait dû signifier que la culture matérielle associée à ces restes était celle des Néandertaliens eux-mêmes. Or, ces vestiges archéologiques sont en tout comparables, que ce soit en sophistication ou en complexité, à ceux que l'on trouve chez les hommes de Cro-Magnon du Paléolithique récent. Donc, au moins en ce qui concerne leur capacité cognitive, il fallait conclure que les Néandertaliens n'auraient pas été différents. Bref, contrairement à ce qui était souvent argumenté, surtout par des chercheurs d'outre-Manche et d'outre-mer, il n'y avait aucune raison de penser que les Néandertaliens auraient pu être dépourvus de langage et de pensée symbolique. Pourtant, c'était justement une telle hypothèse d'infériorité cognitive que l'étude dans Nature se proposait de soutenir. Partant du principe qu'on avait affaire à une espèce différente, dont la culture et la cognition auraient été par définition limitées, on concluait que les objets à valeur symbolique du château péronien de la grotte d'Uren ne pouvaient pas être l'œuvre des Néandertaliens. Au mieux, il s'agirait de copies de ce qu'ils auraient pu observer chez des groupes d'hommes de Cro-Magnon venant d'arriver sur leur territoire, c'est-à-dire les porteurs de la culture aurignacienne où parure et industrie osseuse se trouvent en profusion. D'autres avaient auparavant formalisé ce point de vue sous forme d'un modèle d'imitation sans compréhension. Un professeur cathédratique de l'université de Cambridge l'expliqua sans embâche. La reproduction de formes d'avions dans les cultes cargo de la Nouvelle-Guinée n'impliquait guère une compréhension de l'aéronautique ou des voyages internationaux, écrira-t-il, rajoutant par la suite que si un enfant se met à porter un collier de perles, il le fait probablement pour imiter sa mère, non pour symboliser sa richesse,
mettre en valeur son statut social ou attirer le sexe opposé. Allons à l'incongruence archéologique du raisonnement. La culture matérielle associée aux restes humains serait étrangère aux gens à qui ces restes appartenaient. Venait donc s'ajouter une vision de l'autre comme primitif, retardé, adulte avec l'intelligence d'un enfant. Si, pour soutenir le modèle, il fallait évoquer de tels arguments, caractéristiques de l'anthropologie coloniale du XIXe siècle, alors, de toute évidence, il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans la façon dont la majorité de notre discipline voyait les Néandertaliens. C'est cette constatation qui a détourné ma curiosité scientifique vers le paléolithique moyen et l'homme de Néandertal. Avec Francesco, on a donc décidé d'aller ensemble à Paris pour voir le matériel château-péronien dit symbolique de la grotte du Rhin. Ce qui fut finalement possible, comme Francesco vient de l'évoquer, en décembre 1996, grâce à Michel Julien qui en avait été chargé de l'étude. En le regardant simplement, tout de suite et comme première impression, il nous est apparu de façon évidente qu'il s'agissait de quelque chose de très différent de l'orignacien. Par la suite, ayant vérifié datation et séquences stratigraphiques, il nous est aussi apparu que, loin de côtoyer l'orignacien pendant des millénaires, comme la discipline l'avait jusque-là trop rapidement accepté, le château-péronien l'avait partout précédé. Copier ce qui n'existe pas étant impossible, la conclusion imposée par la typologie et la chronologie ne pouvait être qu'une. Au moins du point de vue de leur capacité cognitive et technologique, les Néandertaliens étaient aussi des Homo sapiens. Mais si c'était le cas, pourquoi auraient-ils disparu? Comment expliquer leur physionomie différente et le fait que cette disparition-là semblait avoir été rapide, brusque? Selon nous, voilà quelles étaient les nouvelles questions que le matériel de la grotte du Rhin posait. Les réponses à celles suscitées en 1996 nous avaient été inspirées par la logique, c'est-à-dire par la recherche de cohérence entre le narratif et les données empiriques censées le soutenir. Pour celles qui sont venues après, en revanche, ce fut surtout question de terrain, de beaucoup de terrain et de sérendipité. En voici quelques exemples. En décembre 1998, inspiré par les découvertes de la Coa, un étudiant communique avoir trouvé des peintures rouges sous abri dans la vallée de Lepego, près de Leiria, 150 km au nord de Lisbonne. Il demande à mon équipe d'aller voir s'il pourrait s'agir d'art paléolithique. Ce n'était pas le cas. On y est allé quand même, et c'est comme ça que de l'autre côté de la vallée, on identifie l'abri de Legarvel déjà partiellement terrassé. En surface, dans une niche contre la paroi, on trouve deux phalanges humaines teintées en rouge. On soupçonne sépulture paléolithique intacte, qui, au cas où, serait la première en péninsule ibérique, et on en entreprend tout de suite le sauvetage archéologique. Étudié par le grand paléanthropologue des populations humaines du Pléistocène supérieur, le professeur Eric Trinkos, que vous venez d'écouter, et lui aussi un collaborateur assidu et de longue date des équipes bordelaises, l'enfant gravétien enterré à Legarvel révélera une mosaïque de traits anatomiques de type Cro-Magnon et de type néandertalien. Conclusion, la nôtre, au moins, loin de devenir éteints, les Néandertaliens auraient été assimilés, comme le démontrerait ce fossile humain d'il y a 28 000 ans, c'est-à-dire de plus de 10 000 ans après leur putative disparition. C'est 3 ans plus tard, en février 2002, que des spéléologues roumains, le groupe Proaco de Timișoara, découvrent sur un sol jonché de milliers de restes d'or des cavernes la mandibule humaine de la Peștera Cuoasă.
Eric est contacté et pour résumer, voilà l'équipe Lepedo qui débarque dans les Carpates pour, en collaboration avec l'Institut de spéléologie de l'Académie des sciences de Roumanie, essayer de comprendre de quoi il s'agissait. Résultat, à 40 000 ans d'ancienneté, le plus vieux Cro-Magnon d'Europe, mais des Cro-Magnons qui, comme l'enfant de Legavel, avaient eu des ancêtres néandertaliens. Généalogiquement, comme les études d'ADN nous révéleront 10 ans plus tard, ces ancêtres-là avaient été très proches. Il s'agissait de grands-parents ou arrière-grands-parents. À peine rentré de Roumanie, en septembre 2005, j'entre en poste à l'université de Bristol, au Royaume-Uni, où j'ai fait la connaissance de Alistair Pike et de Doug Hoffman. Ils venaient de développer des techniques pour mesurer la désintégration radioactive de la série de l'uranium sur de très petits échantillons de calcite, ouvrant la porte à l'application de cette méthode à la datation de l'art des grottes. Avec la collaboration de nombreux collègues des pays concernés, nous montons un projet pour vérifier la chronologie de base stylistique que dans les années 60, André Leroy-Gourin avait proposé pour l'art paléolithique. La calcite par-dessus les pentures nous donnerait un âge minimum, celle en dessous un âge maximum. Une douzaine d'années plus tard, et après avoir échantillonné et mesuré plus de 500 échantillons, on a pu conclure que, dans ces grandes lignes, le système de Leroy-Gourin fonctionne bien pour l'art figuratif. Mais, pour ce qui est de mort négative et autres signes, nos résultats, accueillis par Science à 2 reprises et en couverture, ont représenté une révolution. Certaines ayant été datées à plus de 65 000 ans, leurs auteurs ne pouvaient être que les Néandertaliens. Ces humains, qu'encore 20 ans auparavant, beaucoup tenaient pour des handicapés cognitifs, avaient dans les faits été les premiers artistes de l'humanité. Grâce aux travaux entrepris depuis par une équipe australienne, on sait aujourd'hui qu'une telle ancienneté de la création artistique existe aussi de l'autre côté du monde, dans les célèbres. Là, les seuls restes humains dont la datation permet de penser qu'il s'agit des artistes concernent des populations appartenant au lignage génétique dit dénisovien, dont l'anatomie est qualifiée d'archaïque. Comme pour ce qui est des Néandertaliens, les experts en taxonomie linéenne ont tendance à considérer ces populations-là comme des espèces à part. Pourtant, ces découvertes, combinées avec la persistance dans l'humanité actuelle de composantes génétiques importantes d'origine néandertalienne et dénisovienne, devraient nous emmener à une toute autre conclusion. Du point de vue de la biologie et du comportement, on a affaire dans tous ces cas à des humanités qui rentrent pleinement dans la définition d'Homo sapiens. D'autres ne seront pas d'accord, mais si vous me permettez un peu d'immodestie, si dans ces débats des idées illues qui furent démenties par les résultats de la recherche empirique, ce ne furent certainement pas les miennes. Convaincre la discipline que, étant donné ce qu'il y avait dans la Coa, l'art paléolithique avait été en premier lieu un phénomène de plein air, ne fut pas facile. Convaincre la discipline que les Néandertaliens furent les premiers artistes de l'humanité fut encore plus difficile. Et en milieu académique, il reste pas mal de villages gaulois qui restent en opposition farouche avec l'idée. Assistera-t-on pourtant un de ces jours à la publication de la version néandertalienne du fameux Mea culpa d'Enseptique, par le biais duquel Émile Cartaillac finalement accepta que les peintures d'Altamira étaient vraiment d'âge paléolithique? Peut-être. Attendons donc, mais, comme l'on dit dans mon pays, il vaut mieux de le faire assis, car l'attente risque d'être longue.
Le bouleversement qu'ont représenté les découvertes de ces dernières années nous laisse donc, à mon avis, au moins 2 leçons importantes. La première, c'est que nous savons encore très peu de notre passé lointain. La deuxième, c'est que, à chaque fois que l'on s'éloigne de nos terrains de recherche traditionnels, on apprend quelque chose qui nous oblige à remettre en question beaucoup d'idées reçues. C'est en plaidant pour le travail de terrain, la recherche empirique et une culture d'éveil permanent de la raison critique que, Monsieur le Président, Monsieur l'Ambassadeur, chers collègues, Mesdames et Messieurs, mes amis, je termine. Il ne me reste qu'à manifester une fois de plus ma reconnaissance à l'Université de Bordeaux pour les longues années de collaboration étroite et pour la distinction qui m'est aujourd'hui décernée. Merci pour tout.